What did you do with it? I used to shoot the toilet water. I just love to see the toilet flush. Had a big toilet fixation when I was a kid. Steven Spielberg, un nom devenu symbole de réalisateur. Si vous demandez à n'importe qui de vous citer un nom, il vous dira sûrement celui-ci, tant il est désormais ancré dans la culture populaire. Découvrons maintenant comment il en est arrivé là, à cette notoriété, qui lui a valu le surnom de The Entertainment King, soit en français le roi du divertissement. Steven Alan Spielberg est né le 18 décembre 1946, donc un peu plus d'un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Cincinnati, dans l'Ohio. Il a donc à ce jour 72 ans, qui est pour comparer le même âge qu'aurait eu David Bowie cette année, et compte actuellement toutes ses personnalités. Issu d'une famille juive polonaise, et ukrainienne d'ascendance, sa grand-mère étant née dans la même ville que lui, après la migration de ses parents juifs polonais, puis de tous les grands-parents de Steven, ukrainiens, et sa fille rencontrant le père de Steven, tous deux nés dans la même ville, eux aussi, et également ukrainiens, ils ont pu facilement parler la même langue, parlant donc en russe, langue utilisée souvent par ses parents durant son enfance. Le nom hébraïque de Steven étant Samuel, en hommage à son grand-père mort un an avant sa naissance. Le nom de Spielberg, à son origine en allemand, étant une contraction de montagne et jeu, rappelant donc les fameuses montagnes russes, lui laissant présager un avenir plein de rebondissements. Son père Arnold Meyer Spielberg est un ancien soldat basé en Asie durant la Seconde Guerre mondiale, qui sera l'inventeur de la caisse enregistreuse électrique et de l'ordinateur GE 225 pour General Electric en 1959, alors que Steven a 12 ans et réalise son tout premier film, il y a donc tout juste 50 ans. Ordinateur utilisé comme support plus tard pour Bill Gates et Steve Jobs. Sa mère de son côté, Lea Frances Posner, morte il y a tout juste 2 ans, était pianiste de concert avant d'ouvrir un restaurant à Los Angeles. Elle donne naissance à 3 filles, les sœurs de Steven, Sue, Nancy et Anne Spielberg, devenant par la suite productrice des premiers films de son unique frère, à savoir Firelight et Amblin, qui donnera son nom à sa maison de production, ainsi que scénariste non crédité de Small Soldiers, ainsi que Big, qu'elle produira également, et pour lequel elle recevra un Saturn Award du meilleur scénario en 1990, ayant été nominée aux Oscars de 1989, un an avant. Grand fan des comics d'horreur, publiés par EC Comics, propriété de DC Comics, il se servira de ces histoires qu'il aimait tant enfant pour alimenter son imagination dans ses films, notamment l'utilisation des extraterrestres. Il déménage ensuite dans le New Jersey, puis en Arizona, et sera un élève médiocre à cause de sa dyslexie, ce qui l'empêchera de choisir l'école de cinéma de son choix. Se retrouvant dans une école qui ne lui plaît pas, il abandonne en cours de route, sans même rendre le film de fin d'année obligatoire pour recevoir le diplôme. En effet, en 1952, Arnold emmène son fils voir son tout premier film au cinéma, The Greatest Show on Earth, avec Charlton Heston, qui le fascine et lui fait découvrir ce domaine, à l'âge de 7 ans, qu'il choisira donc comme domaine d'études supérieures, et comme métier. En 1958, sa mère Léa offre à son mari Arnold, pour son anniversaire, une caméra 8 mm dont il ne peut pas se servir puisque son fils la monopolise, en commençant par filmer des chasses d'eau. En 1959, avec cette même caméra, il réalise en autodidacte son tout premier film à l'âge de 12 ans, comme dit précédemment, The Last Gunfight, un western de 4 minutes, sur la demande d'un de ses chefs scouts. Puisque, comme tous les enfants de l'époque, Steven a été scout, et selon certains, sans le cinéma, il aurait pu devenir général ou colonel, comme quoi il a toujours eu l'âme d'un chef. Ayant une des plus grandes collections d'armes à feu des US, il enchaîne en 1961 avec Escape to Nowhere et Battle Squad, 2 courts-métrages de guerre, puis en 1964, à 17 ans, alors que ses parents sont en plein divorce, un événement qui le marquera à vie, mettant toujours en avant la famille dans ses films, il réalise son tout premier long-métrage, de 140 minutes, Firelight, un film de SF qu'il tourne intégralement en Super 8, compose lui-même la BO avec sa clarinette, avec un budget de 500 $. Très inspiré du monstre de Val Guest, étant projeté dans le cinéma de sa petite ville, pour la toute première fois, et réussissant même à faire un profit d'$1, 500 personnes étant allées voir le film en payant $1, sauf une personne qui en a payé 2 par erreur. Il tourne donc ensuite Slipstream, en 1967, pour lequel il bossera pour la première fois avec Allen Davio, lui en étant que cadreur, futur directeur de la photographie de 7 futurs films du réalisateur, dont le suivant, Amblin, en 1968, dont je parlais tout à l'heure, qui remportera plusieurs prix et lui permettra de gagner un contrat de 7 ans avec Universal Televisions. En 1969, il dirige donc Joan Crawford, l'actrice de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, dans The Eyes, un des 3 épisodes pilotes de Night Gallery, la seconde série principale de Rod Serling avec Twilight Zone. Au départ sceptique, à l'idée d'être dirigé par un jeune de 23 ans, il l'impressionne, et quand les journalistes veulent l'interviewer, elle les renvoie vers Steven en leur disant qu'il deviendra le plus grand réalisateur de tous les temps. Pour la remercier, Spielberg lui envoie donc une rose dans une bouteille de Pepsi, et réalise ensuite le premier épisode de Columbo. Lui qui deviendra le réalisateur du tout premier blockbuster de l'histoire, étant issu de la 2e génération du nouvel Hollywood, gagne son premier gros succès avec le téléfilm Duel, qui est tellement apprécié qu'il aura droit à une ressortie en salle, en version longue en 1973. Ce succès lui vaudra l'année d'après, en 1974, de se voir confier la réalisation de son premier long métrage distribué en salle de cinéma, Sugarland Express, qui recevra le prix du scénario à Cannes. Malgré son succès critique, le film est un grand échec au box-office,
Universal n'ayant pas financé la promotion, pour privilégier l'arnaque de George Roy Hill. Ce film marquera tout de même la toute première collab entre Steven et un grand homme qui travaillera avec lui sur tous ses films à venir. L'immense compositeur John Williams. Les producteurs pensent alors que sa carrière est déjà terminée, mais Steven voit sur leur bureau un scénario adapté d'un livre qu'il se presse d'acheter et dévore chez lui avant de se proposer pour l'adapter au cinéma, et malgré son échec précédent, il se voit accorder un budget de 4 millions pour le faire. Les Dents de la Mer, sorti en 1975, premier blockbuster de l'histoire, ayant dépassé le budget initial, arrivant à 9 millions à cause d'un tournage laborieux, Spielberg ayant ironiquement peur de l'eau, autant que des meubles à pied, n'en possédant aucun chez lui, où il joue à Assassin's Creed en s'endormant devant des compétitions de golf en portant un t-shirt Simpson. Le requin mécanique du nom de Bruce, en référence à l'avocat de Spielberg, qui a décidément un problème avec ce métier, ne marche pas très bien et se referme sur George Lucas, futur créateur de Star Wars, alors qu'il mettait sa tête dans sa mâchoire pour une photo, comme quoi les Dents de la Mer étaient plus vraies que nature. Le film devient, comme je l'ai dit, un blockbuster, puisque pour un budget de 9 millions, il en a rapporté des millions de fois plus, le film dépassant pour la toute première fois de l'histoire les 100 millions, arrivant à 470 millions dans le monde au final, alors que maintenant t'as Endgame, qui te fait 2 milliards 800 millions. Les producteurs sont désormais confiants en chacun de ses projets, il continuera donc avec son projet de rêve, ayant grandi en lisant des comics, un film d'extraterrestre, qu'il sortira 2 ans plus tard en 1977, sortant la même année que Star Wars, dont Steven était le seul qui croyait au projet. Lucas étant découragé par les appréhensions de tous ceux qui l'entouraient, il pense que le film de Steven marchera mieux que le sien. Ils font donc un pari, celui qui aura le plus de succès versera 2,5% des bénéfices de l'autre avis, et le gagnant fut Star Wars, tandis qu'à côté, le film de Spielberg, c'est celui-ci. Non, mais on y est presque. Rencontre du troisième type, avec François fucking Truffaut, réel des 400 coups, un film qui marche très bien, et dans lequel Steven intégrera un hommage au divorce de ses parents, la communication avec les aliens, se faisant grâce à une fusion entre un piano, le métier de sa mère, et un ordinateur, celui de son père. En 1979, il connaît son second plus grand échec, avec la comédie 1941, avec les Blues Brothers. En 1981, il compte bien se rattraper, après ce nouvel échec, en ayant l'intention de réaliser l'un de ses rêves, faire un James Bond. Étant un grand fan de la franchise, il contacte le producteur de la saga, Albert R. Broccoli, qui refuse catégoriquement, l'auteur des livres Ian Fleming, ayant demandé à ce que l'équipe du film, et les actrices, soient britanniques comme ses personnages, exactement comme le demandera 40 ans plus tard J.K. Rowling pour Harry Potter. En vacances à Hawaï, avec son ami George Lucas, étant très déçu par ce refus, ce dernier lui dit avoir revu dernièrement des films d'aventure des années 30, qu'il regardait durant son enfance, dont Zorro Rides Again, dans lequel Zorro ne se bat plus avec une épée, mais avec un fouet. Il crée donc un personnage auquel il donnera le nom de son chien, qui avait aussi inspiré le personnage de Chewbacca dans Star Wars. You are named after the dog. Indiana Smith, nom que Lucas lui a donné, mais que Spielberg changera en Jones, une icône créée de toutes pièces, qui remplacera donc James Bond. Spielberg faisant référence à ses origines, dans le troisième opus, La Dernière Croisade, en dirigeant le premier Bond lui-même, Sean Connery, dans le rôle du père d'Indy. Le film débutant par la première aventure d'Indy, âgé de 12 ans, interprété par River Phoenix, qui est mort d'une overdose à 23 ans en 93. Personnage devenu le symbole de l'aventure, mélangeant John Wayne, Alan Quatermain, personnage justement interprété par Sean Connery encore, dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et très inspiré des comics de la bande à Picsou de Karl Barks, dont il a repris certaines péripéties à la casse près, jusqu'à la typographie du titre. Ou encore Belmondo dans L'Homme de Rio, un film Tintin non officiel, réalisé par Philippe de Broca, qui devait justement réaliser La Toison d'Or, mais trouvait que les personnages ne convenaient pas au cinéma, et dont on lui fera la remarque à la sortie du premier film d'Indy que ça ressemble beaucoup à Tintin. Il lit donc les BD d'Hergé, dont il devient fan. Contactant Hergé pour adapter Tintin dans les années 80, Georges Rémy de son vrai nom accepte de le rencontrer et de lui donner les droits, mais en allant en Belgique, en 1983, il apprend son décès sur place pour rendre hommage à son œuvre et son influence sur les films d'Indy. Il va tourner le final de La Dernière Croisade à l'entrée à Petra en Jordanie, lieu qu'il a donc découvert grâce à l'album Cock and Stock. Spielberg pense immédiatement à Harrison Ford pour le rôle, mais Lucas ne veut pas qu'il fasse doublon avec Han Solo, étant un peu un cow-boy de l'espace, qu'il a donc déjà fait jouer, le rôle revenant à l'origine à Tom Selleck, qui refusera étant en contrat pour tourner au
même moment Magnum. Steven le convainc finalement de prendre Ford. La saga sera ensuite dérivée en comics, romans, jeux vidéo et séries télé, nous relatant tout le reste de sa vie et dans laquelle on peut voir Indy vieux, avec un œil en moins, à l'âge de 93 ans, nous apprenant qu'en plus de Mutt, il a eu une fille, 3 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants, ainsi qu'Harrison Ford faisant plusieurs caméos, reprenant son fameux rôle. Ayant désormais une renommée internationale grâce à cette icône, il refera jouer Ford dans une scène coupée de son film suivant, présentant en clôture du Festival de Cannes de 1982. Okay, kid, you got the job. E.T. l'extraterrestre. Encore un film abordant ces créatures, Steven ayant assez peur que le film soit assez mal reçu, à cause de la créature elle-même, dont il a peur que les enfants la trouvent moche et effrayante, plus que mignonne et attachante. Et c'est pari réussi, le film faisant une ref à Star Wars, saga dans laquelle apparaîtra des aliens de la même race qu'E.T., dans la prélogie, le nom du représentant dans l'univers étendu étant Greg Lieps, le nom de Spielberg à l'envers. Il y dirige sa filleule Drew Barrymore, dont il lance la carrière, étant issue d'une famille d'acteurs et d'actrices, qui deviendra une future toxico, puisqu'elle commencera à boire de l'alcool à 9 ans, fumer du cannabis à 10 ans, dépendante à la coke à 12 ans, avant de faire sa première tentative de suicide à 14 ans. Steven la placera donc en cure de désintox, étant également le parrain de l'actrice Gwyneth Paltrow. Le plan iconique de la Lune deviendra le logo de la maison de production, qu'il créera donc après le succès de ce film, battant encore une fois les records du box-office, avec le couple de producteurs Frank Marshall et Kathleen Kennedy, fondateur et propriétaire de la société Kennedy Marshall Company, et Kennedy étant l'actuelle directrice de Lucasfilm, depuis le rachat par Disney, étant donc la responsable des sagas Star Wars et Indiana Jones, tout comme Kevin Feige l'est de Marvel. Cette société lui permet donc de devenir en parallèle producteur de plusieurs films qu'il ne réalise pas en parallèle, en commençant avec Poltergeist, à côté d'E.T., pour lequel il participera également au scénario, de ce fameux film maudit, dont pratiquement toute l'équipe est morte par la suite. En 83, il réalise le deuxième segment du film La quatrième dimension, dont chaque segment est réalisé par plusieurs grands réalisateurs, à savoir John Landis, Joe Dante et George Miller. Il réalise ensuite en 1984 le deuxième opus d'Indy, Le Temple Maudit, dans lequel il fait un caméo avec Lucas et Dan Aykroyd des Blues Brothers et Ghostbusters. Nommé à l'origine The Temple of Death, donc le Temple de la Mort, et que Steven a renommé Temple of Doom, parce qu'il aimait pas, comme pour le nom d'Indy, un film que Spielberg n'apprécie pas particulièrement dans sa filmo, notamment pour les reliques choisies par Lucas, qui reste plus obscur qu'un Arche d'Alliance, choisi par Lucas également. Il rencontrera tout de même sur le tournage Kate Capshaw, qui joue Willy, du nom du chien de Spielberg à l'époque, que des noms de clébards, et qui deviendra donc sa future femme, le rôle devant à l'origine revenir à Sharon Stone, qui aurait donc pu devenir la femme de Spielberg. Mais un an plus tard, en 1985, il se marie tout juste avec Amy Irving, avec qui il aura un enfant, Max Spielberg, mais vu qu'ils divorceront en 1989, comme vous vous en doutez, Irving touchant 100 millions de pensions, son enfant vivra la même chose que Steven avait vécu enfant, à savoir le divorce de ses parents. Il se mariera finalement avec Capshaw en 91, avec qui il aura 7 enfants quand même, dont 2 adoptés, et ils sont toujours ensemble. Lassé de faire des blockbusters, il se lance à la réal de films plus simples et indépendants, pour faire une pause en faisant 2 films historiques, La couleur pourpre en 85 et Empire du Soleil en 87, avant de revenir au gros film avec le troisième opus d'Indy en 89, le meilleur de la saga, revenant aux bases en le faisant chercher une relique chrétienne, à nouveau après l'Arche d'Alliance, à savoir le Graal, trouvant enfin la relique que recherchent les chevaliers de la table ronde dans les légendes arthuriennes. C'est pour ça que ça s'appelle la dernière croisade. Eh bien, d'après mes derniers renseignements, il serait tout à fait possible que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient. Il commence les années 90 avec un troisième flop, Always, en 90, le remake d'un Obey Joe, de Victor Fleming, nous montrant que le système se retourne même contre le grand Steven Spielberg, lui qui a créé les blockbusters et le divertissement de masse au cinéma. Il voit tous ses films indés se planter, un film marquant pourtant la dernière apparition de l'immense et magnifique actrice Audrey Hepburn, de Breakfast at Tiffany's, ou Diamant sur canapé en français, qui décédera 3 ans plus tard en 93. Il se lance donc dans un nouveau projet de longue date, une adaptation de Peter Pan, mais alors que Disney débute son nouvel âge d'or et ressort ses vieux films en VHS, les gens voient surtout Peter Pan comme le film de Disney, plus que comme la pièce d'origine de J.M. Barrie, comme toutes les adaptations de contes de Disney. Disney qui était le studio voulant à l'origine développer le projet avec Paramount, pour qu'il soit une suite directe au dessin animé, désirant faire une comédie musicale, avec Bowie dans le rôle de Crochet, Michael Jackson en Peter Pan, et Paltrow la filleule de Spielberg en Wendy. Ne voulant pas être associé à eux, Steven abandonne avant que James V. Hart et Nick Castle ne remanient le scénar avec TriStar Pictures pour que Steven ait un maximum de liberté. Il choisira donc le meilleur des castings possibles, rempli d'acteurs de renommée, et le film fonctionnera très bien au box-office, malgré de mauvaises critiques, disant que le film perd de la magie du conte d'origine. Il ne se laisse pas abattre par les critiques et se lance dans un nouveau projet avec l'argent qu'il a récolté avec Hook et ses productions des films Gremlins, dans lequel il fait un caméo.
Des séries animées comme les Tilly Toons et les Animaniacs, et ceux de son ami Robert Zemeckis, à savoir Roger Rabbit, et Retour vers le futur, tourné d'ailleurs dans le même studio que pour Gremlins, et dans lequel il fait également un caméo, se permettant aussi de faire de la pub à ses films Rencontre du troisième type et E.T., dont les titres de travail, respectivement Watch the Skies et A Boy's Life, apparaissent sur la devanture cinéma dans Gremlins, qui est donc le même que dans Retour vers le futur, dont le 2 nous montre sur la devanture du cinéma en 2015, cette fois-ci, Les Dents de la Mer 19, alors que le 4e opus était sorti 2 ans plus tôt en 87, réalisé par Max Spielberg, le fils qu'il a eu à l'époque avec Amy Irving, né 3 semaines avant la sortie du premier opus de Retour vers le futur, et donc âgé seulement de 4 ans lorsque le deuxième film sort, qui aurait donc 30 ans en 2015. Il en a 34 actuellement, et n'a pas du tout fait une carrière dans le cinéma, même s'il a fait quelques trucs pour des films. Finalement, en 2015, on n'a pas eu un 19e Jaws, mais on a eu un Star Wars 7, dont le 9 sort en fin d'année, et un Jurassic Park 4, Jurassic World, dont un 3e opus, et donc un 6e dans la saga complète, est en préparation. Bref, avec cet argent, il réalise Jurassic Park, justement en 93, un tournant dans l'histoire des effets spéciaux. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet pour plus de détails. Pour l'anecdote, Wayne Knight, dans le film, porte les mêmes tenues que Choco, Bagou et Mickey dans les Goonies. Amusant quand on sait que Steven a révélé Jonathan Kekwang, l'interprète de Data dans les Goonies, dans Le Temple Maudit, qui à l'époque de ce film ne savait pas encore lire, ce qui fait que la plupart de ces scènes étaient improvisées, puisqu'il ne pouvait pas lire son texte dans le scénario pour le retenir, et dont le personnage serait inspiré de Chang dans Tintin. Devenant le plus gros succès de l'histoire du cinéma à l'époque, battant son propre record détenu alors par E.T., avec 900 millions de dollars, contre 800 millions pour E.T., sans de plus. La même année, il réalise en parallèle la liste de Schindler, ce qui est très éprouvant, étant son film le plus personnel, ses propres grands-parents étant ukrainiens et juifs. Le film reçoit 7 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur, ses premiers Oscars dont il avait été jusque-là privé par l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, car il n'était pas diplômé d'une école, ce qu'il réglera à 47 ans, en livrant à son ancienne école dont il avait abandonné le cursus, sans livrer son film de fin d'année obligatoire, avec 33 ans de retard, la liste de Schindler, lui permettant enfin d'être diplômé, créant à nouveau une renommée toujours plus grande pour Steven, un Oscar du meilleur réel qu'il gagnera une deuxième fois 6 ans plus tard, en 99, pour Il faut sauver le soldat Ryan. Il crée également après ce film la Shoah Foundation Institute of Visual History and Education, afin d'informer le maximum de personnes sur le génocide juif, afin de mettre fin au négationnisme. En 94, avec ses deux associés, David Geffen et Jeffrey Katzenberg, anciens responsables du département animation de Walt Disney Pictures, qui a contribué à leur nouvel âge d'or, qui après s'être vu refuser le poste de président-directeur exécutif, après la mort de Frank Wells, quittera Disney pour qu'ils créent tous les trois DreamWorks SKG, S pour Spielberg, K pour Katzenberg et G pour Geffen, studio ayant pour ambition de devenir le principal concurrent de Disney. On peut remarquer désormais que c'est loupé. Geffen produit les musiques, Katzenberg de l'animation, souhaitant se venger de Disney, Shrek étant carrément une parodie de tous les films de la firme Disney, se foutant clairement et directement de leur gueule, en plus de gagner le premier Oscar du meilleur film d'animation. Spielberg de son côté produit des films indés, comme American Beauty de Sam Mendes, Lettre d'Iwo Jima de Clint Eastwood et Hollywood Ending de Woody Allen, mais aussi des gros films comme Transformers, qui gavent même Michael Bay, le réalisateur lui-même, étant choisi par Spielberg parce que son nom était directement assimilé à un cinéma d'action, afin de faire venir un max de personnes pour faire ses propres films avec les bénéfices. Ironiquement, le logo de DreamWorks est animé par ILM, la boîte d'effets spéciaux de Lucasfilm, qui appartient désormais à Disney. Pour un film qui voulait les concurrencer, c'est ironique. En 97, il sort la suite de Jurassic Park, Le Monde Perdu, en référence au livre de Conan Doyle, adapté en film en 1925 sur des dinosaures. Il marche super bien aussi, et produit en parallèle Men in Black. Il fait la même année un film historique, alternant donc entre histoire avec un grand H et divertissement sans arrêt, dans toute sa filmo, avec Amistad, qui lui ne marche pas non plus au box-office par contre, encore. Aucun de ses films personnels ne marche, comparé au gros, et c'est toujours le cas 30 ans plus tard. Le film parlant de l'esclavage, alors que les US sont toujours racistes, et ça non plus ça n'a pas changé, jusqu'à appeler certains historiens à accuser Steven de déformer la vérité historique. Il se venge en faisant un nouveau gros film historique, après la liste de Schindler, un nouveau film de guerre, Le Soldat Ryan, qui sort en 98, avec un budget de 70 millions, encore une fois augmenté de 20, pour arriver donc à 90, à cause du gros casting et le cachet des acteurs, rapportant finalement 500 millions et 5 Oscars. Il retourne à l'ASF, genre qu'il avait délaissé depuis E.T. 19 ans plus tôt, en réalisant en 2001 AI Intelligence Artificielle avec Haley Joel Osment de 6ème Sens, un projet repris du défunt Kubrick, c'est marrant que ça soit en 2001, avant d'avoir pu le faire, 2 ans plus tôt en 99, après avoir sorti son dernier film Eyes Wide Shut, qui était celui dont il était le plus fier. Encore une fois, il marche bien, mais à de mauvaises critiques, à croire que Spielberg n'est bon qu'à faire des blockbusters,
et pas des bons films. Pourtant seul le temps joue en sa faveur, Hook ayant eu de mauvaises critiques, alors qu'il est désormais culte, surtout pour la nostalgie du regretté Robin Williams. Retrouvant du plaisir à faire de la SF, en se rendant compte de l'importance de l'avancée des effets spéciaux, depuis son Jurassic Park, il continue à en faire plusieurs, continuant avec Minority Report en 2002, adapté de Philip K. Dick, auteur des livres Blade Runner, Total Recall et The Man in the High Castle, aussi adapté en film et série, avec Tom Cruise, qu'il retrouvera en 2005, pour La Guerre des Mondes, adapté d'un autre grand nom de la SF, à savoir H.G. Wells, l'auteur de La Machine à explorer le temps. D'ailleurs, Tom Cruise a joué dans 2 de ses films, mais d'après vous, qui est l'acteur qui a le plus joué pour Steven? Eh bien c'est son chien, un cocker nommé Elmer, et pas Willy, c'était son premier chien. Décidément entre lui et Indiana, pour Lucas, il y a toujours eu une histoire de chien dans les coulisses. Spielberg ayant donné au chien dans les films qu'il produit des noms de scientifiques, Barney dans les Gremlins pour Ida Barney, et Einstein en 85 et Copernic en 55 dans Retour vers le futur, les 2 chiens du doc. Il enchaîne avec 2 comédies, avec La meilleure personne du monde, à savoir Tom Hanks dans Attrape-moi si tu peux en 2002, qu'il a réalisé en parallèle de Minority Report, encore une fois, comme quoi il s'y est habitué, au point de devenir très productif, et Terminal en 2004. Ces alternances entre des films au sujet opposé, passant du comique au tragique, vaudra le journal Le Monde à le qualifier de maniaco-dépressif. Il réalise donc La Guerre des Mondes 1 an après Terminal, un film catastrophe, qui marche super bien contrairement à son film suivant, Munich, en parallèle de La Guerre des Mondes, qui lui fera perdre 23 millions, ayant un budget de 70, pour en rapporter au final 47, tu m'étonnes qu'il ait eu besoin des films Transformers. Il décide donc de prendre une pause, mais vu qu'il se fait chier, il développe quand même un biopic sur Lincoln, une icône qu'il admire tout particulièrement, ainsi qu'un gros film de SF qu'il abandonnera pour le confier à Christopher Nolan sous le titre d'Interstellar. Il revient 3 ans plus tard, en 2008, pour réaliser un nouvel Indiana Jones, saga alors en pause depuis 19 ans encore, et en première au 61e Festival de Cannes, où il n'était pas revenu depuis 22 ans pour La Couleur pourpre. Le film marche bien, mais est défoncé par les critiques qui le voient comme le pire film de la saga et de sa filmo entière, le film de trop qui ne l'empêchera pourtant pas de faire un 5 qui entre en tournage l'an prochain. En 2011, il coproduit Super 8 de J.J. Abrams, amusant quand on sait qu'il a tourné son tout premier long métrage avec une Super 8, et réalise enfin avec Peter Jackson, le réal du Seigneur des Anneaux, un projet de longue date, 28 ans après, à savoir son film Tintin, l'indie original, pour lequel il s'essaie pour la première fois à la motion capture, après des tests peu concluants, en prise de vue réelle, avec un Peter Jackson jouant le capitaine Haddock. Hello, I know we're doing this test for Snowy, but I thought I'd just take this opportunity to put myself on film for the role of Captain Haddock. Et le plus gros problème étant Milou, qui était déjà entièrement en CGI, hésitant alors encore à le faire parler, comme dans la BD, et vu que c'est celui qui rend le mieux, alors pourquoi pas tout le film? Peter Jackson s'étant déjà essayé à la motion capture avec Le Seigneur des Anneaux. Hergé lui ayant accordé les droits, il les récupère 30 ans plus tard aux éditions Moulinsart pour faire son film qui marche bien, que ce soit pour les entrées ou les critiques. Le film est en partie pour être une trilogie, mais le deuxième doit être fait par Jackson, qui avait promis de le faire après le Hobbit, sauf qu'il a fait d'autres trucs à côté, depuis, et ça fait 6 ans, on dirait qu'il a la flemme, ou qu'il a pas envie de le faire, c'est du foutage de gueule digne d'Avatar 2, mais en début d'année, pour les 90 ans de Tintin, les éditions ont dit que le film était toujours en projet, reste à savoir quand il va le faire. Il sort quelques mois plus tard en 2012, Cheval de guerre, et fait enfin son biopic sur Lincoln la même année, qu'il avait développé 6 ou 7 ans plus tôt, recevant 12 nominations pour 2 Oscars finalement attribués. Un projet de film de SF, Robopocalypse, pour 2014 est annulé, et il abandonne un autre projet, American Sniper, qui revient finalement à Clint Eastwood, et préside donc, pendant sa pause, le 66e Festival de Cannes en 2013, 5 ans après s'être fait défoncer pour Indy 4. Il annonce la même année produire une série télé Halo, qui était prévue pour 2015 et dont on n'a toujours aucune nouvelle actuellement. Décidément rien de concret, jusqu'à la sortie à la place de Halo en 2015, du Pont des Espions, un nouveau film historique avec Tom Hanks, et écrit par les frères Cohen. Il réalise une adaptation en 2016 du Bon Gros Géant de Roald Dahl, auteur de Charlie et la chocolaterie, Fantastic Mr. Fox et Mathilda, qui est un énième flop, comme quoi même Spielberg peut pas faire que des réussites. Même si celles qui l'ont été étaient des grosses, comme le seront ses 2 gros projets suivants en 2018, donc l'an dernier, un nouveau film historique, encore avec Tom Hanks, à savoir Pentagon Papers, nominé pour 2 Oscars, et son nouveau et dernier blockbuster en date, Ready Player One, revenant à la SF et à la motion capture qui l'améliore. Le crossover ultime, en profitant donc pour caser ses propres licences et celles de ses amis, dont il a repris les projets pour certains. Parmi ses futurs projets, on a de nouvelles adaptations des Raisins de la colère et de livres de Michael Crichton, après Jurassic Park, à savoir Pirate et Micro, ses œuvres posthumes après son décès en 2008, qu'il devrait donc produire encore une fois. Son prochain film étant un remake du film culte West Side Story.
lui-même adapté de la comédie musicale pour Broadway éponyme de Leonard Bernstein, le film est en partie pour être plus proche de celle-ci que du film comme pour Hook. Et c'est ironique de savoir que Steven va donc pour la première fois s'essayer à la comédie musicale alors qu'il l'avait refusé 30 ans plus tôt pour Hook. Hâte de voir ça, il s'ouvre vers de nouveaux genres, le film devant sortir l'an prochain en 2020, qui va décidément être une année chargée en gros films, avec Rita Moreno du film original A Singing in the Rain, et Ansel Elgort de Baby Driver dans le rôle de Tony, et je trouve ça marrant parce que je le confonds toujours avec Ty Sheridan, qui faisait justement le héros de Ready Player One. Il a bien évidemment ses empreintes et son étoile au Walk of Fame à LA, et on peut dire que c'est bien une star, après une vidéo aussi chargée sur l'homme dont le nom est devenu symbole des coulisses du cinéma.